Alors, je vais vous parler de légumineuses. Alors, au départ, Younes m'a demandé de dire allergie légumineuse et recombinant. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, en recombinant, en légumineuse, vous n'avez pas grand-chose. Donc, ça va être un topo un peu ardu. Mais j'ai essayé de vous reprendre les différentes familles de légumineuses. Et je pense que c'est vraiment un problème chez vous, à mon avis, au vu du type d'alimentation. Et c'est un problème vraiment grandissant aussi chez nous, avec les modifications de prise alimentaire chez les patients. Donc, retenez que les légumineuses, elles appartiennent à la famille des fabacées, donc c'est l'ordre des fabales. Globalement, vous avez 3 familles. Les papilionidae, c'est surtout celles-là qui vont nous intéresser, qui contiennent la majeure partie des fruits et des graines des légumineuses, notamment le soja, les pois, le lupin. Et puis, vous avez les arbres tropicaux, qui font aussi partie de la famille des légumineuses. Clairement, c'est un bon aliment, donc c'est une importante source de protéines, probablement beaucoup meilleure que la viande, de production peu coûteuse, donc c'est vraiment une solution, je pense, pour l'alimentation équilibrée de gens en masse avec les problèmes de population qu'on a actuellement, et qui est riche en acides aminés essentiels. Elle est consommée énormément dans le monde entier et sous forme totalement différente. Alors, dans le nord de l'Europe, on a vraiment une modification. À la base, les légumineuses, enfin, il y a 10-15 ans, étaient quand même peu consommées, mais il y a vraiment une modification au niveau des habitudes alimentaires, notamment chez les végétariens. Les véganes, chez nous, c'est super à la mode, donc ils mangent quasi plus que ça. Et puis le gros souci, c'est l'industrie alimentaire aussi, avec des aliments reconstitués. On utilise ça comme source de protéines, pas cher. Ça peut rapporter gros et c'est pas toujours malheureusement dans les allergènes à déclaration obligatoire. Retenez, j'étais assez surprise, que c'est surtout le soja qu'on produit au niveau mondial, puis l'arachide, puis le haricot, puis le pois. Alors, ça, c'est un petit tableau qui est pas mal fait pour vous montrer la richesse en protéines. Donc, vous voyez que le soja, il a quand même 40 sur 100 grammes, il a quand même 43 grammes de protéines. L'arachide, elle en a 25. La lentille, c'est probablement un très bon aliment aussi. Les pois, vous voyez, on est à 20 grammes. Ici, le pois chiche, on est à 17. Donc, clairement, c'est une bonne source de protéines et une bonne source de carbohydrates. À part l'arachide, globalement, c'est pas une source de graisse. Donc, c'est vraiment un aliment qui peut être encouragé. Retenez, je suis toujours en train de vous raconter la même chose, mais les différentes familles de protéines, je suis désolée, on les retrouve partout. Donc, vous voyez, les fameuses protéines de stockage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un problème. Donc, pour rappel, elles sont thermostables, donc résistantes à la chaleur, résistantes aux enzymes digestives. Retenez que vous avez principalement, vous allez voir, parce que je vous les ai repris par différents types de légumineuses, des prolamines, donc des 2S-albumines, aussi des LTP et des cupines, notamment du soja et de l'arachide qui vont poser souci. Ici, jackpot, vous avez aussi des PR10 et vous avez aussi des profilines. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire la part des choses par rapport à votre tableau clinique. Je rappelle que les protéines PR10, elles sont petite taille, elles sont en partie résistantes à la protéalyse et l'acidité, mais globalement, elles sont détruites et elles sont thermolabiles. Et les profilines, elles sont thermolabiles et détruites au niveau digestif. Le souci, c'est que vous savez qu'il y a tout ça, mais que la plupart des recombinants, on ne les a pas disponibles chez les principaux laboratoires. Ils ne les ont pas développés actuellement, à part pour le soja et l'arachide. Alors ça, c'est totalement illisible, je suis désolée. C'était juste, retenez que tout ça, c'est des recombinants qui existent dans les légumineuses. Et puis globalement, les seuls que vous pouvez doser, c'est l'arachide ici et le soja. Le reste, vous n'avez rien du tout. Donc on est quand même relativement pauvre au niveau de la prise en charge et de la possibilité de diagnostic. Donc là, clairement, l'allergologue, sa clinique prime. Même chose, donc, ici les allergènes moléculaires. Retenez que globalement, vous avez les protéines de stockage ici. Vous voyez que vous avez les LTP avec différentes qui ont déjà été identifiées, les profilines, les PR10 et les oléosines qui sont aussi présentes, notamment dans l'arachide, et pas toujours facile de faire la part des choses au niveau clinique. Je vous rappelle le même profil de risque ici. Vous vous souvenez pour les LTP, les protéines de stockage, qui avaient plus d'importance que les PR10. Ici, c'est mis en évidence avec les recombinants de l'arachide, puisque c'est ceux qui sont le plus disponibles, où il vous montre que la profiline RH5, je crois que c'est RH5, la RH8, ça pose beaucoup moins de soucis que les protéines de stockage, qui sont RH1, H2, H6, H7, H3. Méfiez-vous quand vous avez ce type de profil, où vous avez vraiment un risque de réaction allergique qui est beaucoup plus élevé. Alors, est-ce que les légumineuses sont un souci ? Oui, en plus les symptômes sont très variables, de léger à sévère, ça peut clairement aller à l'anaphylaxie, ça peut aussi donner syndrome d'allergie orale, donc la bouche qui chatouille, des troubles digestifs, ça donne pas mal de problèmes respiratoires, notamment chez les gens qui les cultivent, ou quand c'est cuit, donc vous avez des enfants qui font des crises d'asthme quand la maman les cuisine. Vous avez des tableaux plus rares, ça c'est une histoire de pédiatre, mais les légumineuses c'est un problème majeur aussi en pédiatrie, notamment les entéropathies aux protéines. Il faut savoir que ça existe
aussi. Vous avez des réactions soit à l'ingestion, soit à l'inhalation, notamment au niveau des vapeurs. Il y a des allergies professionnelles aussi, notamment dans les familles de légumineuses où c'est utilisé pour les fourrages. Clairement, l'allergénicité est fortement modifiée par le mode de cuisson et de préparation, ce qui explique probablement les profils de sensibilisation et d'allergies différentes à l'arachide, notamment, qui est quand même beaucoup plus fréquente dans le nord de l'Europe, aux États-Unis notamment, qu'en Afrique, par exemple, où ça va être cuisiné différemment. La réactivité croisée, c'est loin d'être simple, parce que quand vous faites vos tests, vu qu'il y a les mêmes protéines partout, vous allez avoir des co-sensibilisations très fréquentes, mais ce n'est pas pour ça que les patients sont allergiques à tout. On verra qu'il est totalement interdit d'interdire toutes les légumineuses quand quelqu'un est allergique à une. Le souci, c'est qu'en plus, les patients, ça c'est les petits dessins, franchement, celui-là et celui-là, parfois, il faut déjà les fruits secs, les noisettes, c'est pas évident, mais le patient, en plus, ne sait pas toujours ce qu'il a mangé comme légumineuse. En Europe, il y en a seulement 3 déclarations obligatoires. Ce qui pose souci, c'est qu'on n'a que l'arachide, le soja et le lupin. Et les zones qui sont aussi allergisants ne sont pas déclarations obligatoires, notamment en industrie alimentaire. C'est clairement des allergènes émergents. Donc, vous verrez dans les chiffres du réseau de l'allergovigilance, entre 2002 et 2012, ça va toucher, dans les cas déclarés, évidemment, le réseau d'allergovigilance, ça dépend, c'est pas vraiment des statistiques, mais ça dépend de ce que les allergologues vont déclarer. C'était quand même 7% des histoires des enfants. Donc, ça arrivait le 4e après l'arachide, le fruit sec et le lait. Je rappelle bien que c'est en fonction de ce qui a été déclaré. Et 8% des adultes. Donc, c'est quand même énorme. Ça arrive juste après les fruits de mer et les fruits secs sur les cas déclarés en France. Et en 2015, si vous prenez une année du RAV, vous avez 7% dans les cas d'anaphylaxie chez l'enfant et 3% chez l'adulte, ce qui est quand même énorme. Globalement, c'est très différent les allergies que vous allez avoir dans l'Europe du Nord. Vous allez surtout avoir l'arachide. Au Japon, le soja. En Asie, en Inde, les pois cassés, les haricots, les pois chiches, les soupes et les dalles. Et clairement, vous verrez, je vais vous montrer un petit schéma, que c'est dépendant en fait de leurs propriétés physico-chimiques. Ici, c'est les chiffres de RAV. Retenez que principalement, on a surtout des soucis avec le soja, avec les lentilles, avec le lupin, qui est quand même un problème, un peu moins avec les autres, mais bon, ça, c'est en fonction de ce qui a été déclaré. Moi, je suis déjà passée, je pense, à côté de quelques allergies, à mon avis, aux légumineuses. C'est vraiment pas facile à mettre en évidence. Retenez, ça c'est un beau schéma, si vous avez envie de lire sur les légumineuses, c'est Kumar, K-U-M-A-R, vous retrouvez tout, il a fait un magnifique topo là-dessus. En fonction de si c'est stable ou pas aux fruits protéiques, à la chaleur, et en fonction de comment la protéine est glycosylée, et puis en fonction de sa capacité ou pas à lier les IgE, les réactions allergiques vont être fort différentes, notamment sur la manière dont ça a été préparé. Au niveau du soja, c'est vraiment un allergène important, donc ça date. Les traces de culture, c'est 9000 avant Jésus-Christ que c'est retrouvé. Puis ça a été étendu en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud au 19e siècle. En Europe, fin du 19e siècle, on trouvait déjà des pains au soja pour les diabétiques et évidemment des préparations pour les enfants, ce qui est vraiment le problème. C'est une plante qui est énormément cultivée, donc retenez qu'on parle de problèmes de déforestation en fait clair par rapport au soja. J'ai appris ça en faisant cet exposé, je ne savais pas du tout. En plus, elle est génétiquement modifiée la plupart du temps, notamment aux USA et au Brésil. Clairement, vous avez vu tout à l'heure dans le tableau qu'elle a vraiment un important effet nutritionnel. C'est des graines, elles sont comestibles, soit après cuisson, soit après fermentation. Elles sont utilisées énormément pour leur richesse en protéines, mais aussi pour leur huile. En Europe, c'est un allergène à déclaration obligatoire. L'allergie, la prévalence, elle est mal connue. Elle dépend vraiment de la manière dont le soja va être consommé. Donc, vous imaginez bien qu'en Asie, elle est totalement différente à chez nous. Globalement, on aurait 0,3 à 1% de la population générale avec des seuils de réponse qui vont être très, très variables. Les utilisations, elles sont multiples. Donc, retenez que c'est la deuxième huile produite dans le monde après l'huile de palme. On l'utilise aussi pour l'alimentation animale. Et étonnamment, il n'y en a que 6% de la production qui est utilisée pour la consommation humaine directe. Donc, soit les produits de fermentation, donc ça c'est tout ce qui est alimentation asiatique où l'allergénicité serait diminuée à discuter, puisque malheureusement c'est un allergène important en Asie, notamment dans le tofu, dans la sauce miso, dans la sauce soja. Dans les laits, les crèmes en Europe, c'est énormément développé et avec erreur probablement chez les enfants, pas probablement, mais chez les enfants allergiques au départ. La cuisine végétarienne. Et puis, c'est un super émulsifiant et texturisant, ce qui veut dire que les industries alimentaires, vu que ça coûte pas cher, en plus, en mettent énormément. La lécithine de soja est aussi utilisée, mais globalement, vous avez peu de réactions. Elle est clairement concentrée dans les steaks, notamment où vous avez dans les steaks végétariens, vous avez plus de 70% de protéines. Il y a aussi pas mal de farine de soja, d'isolat de soja qu'on retrouve dans les biscuits. L'huile de soja, a priori, en tout cas industrielle, elle est raffinée. Donc globalement, elle serait autorisée chez les allergiques au soja.
bien qu'il y a certains cas d'anaphylaxie qui ont été décrits, notamment pour des médicaments, où ça avait été utilisé comme additif avec des cas d'anaphylaxie décrits. Les allergènes principaux, on va en discuter tout à l'heure, ça c'est un petit schéma pour vous rappeler un peu les recombinants, à quoi ça ressemble si on pouvait se l'imaginer. Retenez globalement que vous avez, bon, c'est pas lisible, donc je vais vous passer la suivante, que GLIM1, GLIM2, c'est les protéines de la coque de la graine avec les allergies respiratoires. Le schéma précédent, c'est ce genre de schéma que vous retrouvez dans le livre de Leaki. Donc si vous téléchargez ça sur votre bureau, sur votre ordi, en fait, vous pouvez tout retrouver, mais ça sera plus lisible. La GLIM3, c'est la prophyline. GLIM5, GLIM6, c'est les protéines de stockage. Toutes celles-là qui sont, je vous rappelle, des allergènes thermostables, qui sont clairement des marqueurs de réaction allergique beaucoup plus sévères au soja. C'est un souci chez les enfants, c'est un souci en pédiatrie. Il y a quelques cas décrits chez l'adulte, mais chez l'adulte, on va surtout avoir des problèmes de GLIM4 dont je vais parler. Et on a vraiment l'impression qu'on a une sensibilisation digestive précoce au soja chez les patients atopiques qui vont finalement réagir avec des toutes petites doses de soja, ce qui est un peu différent avec le GLIM4. Le GLIM4, on dit toujours que les protéines PR10, c'est rien du tout, c'est pas grave, sauf dans le soja, où clairement l'allergène augmente avec la maturation et le temps de stockage. Même si c'est détruit par la cuisson et la fermentation, c'est un souci parce qu'en industrie alimentaire, la concentration, notamment dans les laits de soja, les crèmes de soja, le GLIM4 était en forte augmentation. Donc quand tu posais la question pour les anaphylaxies à l'effort, moi j'en ai pas mal avec le GLIM4 chez les adultes. Vous voyez, ils prennent ça, les espèces de bodybuilders, là, ils prennent des concentrés de soja et puis ils vont aller faire leurs exercices physiques et ils craquent, ils font une anaphylaxie. Le taux de GLIM4, il est fortement dépendant du taux de transformation. Et retenez que quand vous dosez le cap soja, donc au IgE spécifique, globalement, il est faible, malheureusement. Donc, il faut probablement, si vous avez plus que probablement, il faut le faire, il faut cocher GLIM4 en plus du soja. Les manifestations cliniques, elles sont variables, donc ça peut donner des symptômes respiratoires. Retenez que vous avez même des asthmes professionnels dans les régions où on cultive beaucoup, avec les protéines de la coque. Des syndromes d'allergie orale, donc des gens qui vont avoir la bouche qui chatouille avec le lait de soja, jusqu'à des symptômes sévères, notamment chez nos sensibilisés au boulot. Moi, dans mes patients PR10, je leur dis quand même d'être très très prudents par rapport aux cofacteurs, notamment quel est fort. Retenez que si vous avez GLIM5, GLIM6, notamment chez l'enfant, c'est un souci parce que c'est des protéines de stockage, vous avez probablement des symptômes plus sévères pour des réactions plus faibles et que la plupart du temps, les réactions sont dose dépendantes en fonction de votre profil de sensibilisation. Est-ce qu'il y a des réactivités croisées? Ben oui, elles sont fréquentes avec tous les aliments PR10. Donc quand vous avez, par exemple, si vous avez un patient en boulot, si vous faites le prix soja, vous allez la plupart du temps avoir une positivité. Aussi avec les 2-S-albumines de l'arachide, heureusement, il n'y a pas toujours des allergies vraies croisées, elles sont plutôt rares. Le profil de sensibilisation, ça va vraiment dépendre de où habite votre patient et comment il mange. Retenez qu'il y a des réactions croisées qui sont décrites avec le lupin et l'arachide, mais globalement, il n'y a pas d'éviction d'emblée du tout. Donc vous basez vraiment sur votre clinique. Au niveau du diagnostic, toujours l'histoire clinique et toujours votre enquête alimentaire. Je vous rappelle qu'il faut prendre du temps. Les tests cutanés, l'extrait commercial, je vous conseille, et faire amener ou avoir de votre réserve du jus et de la farine de soja. Ça a vraiment une bonne sensibilité. L'IgE spécifique pour le soja, son GLIM4 et puis les protéines de stockage si vous pensez à quelque chose, avec probablement la nécessité de faire un test de provocation orale si votre diagnostic n'est pas clair. L'éviction, ça dépend de votre profil de sensibilisation. Si vous avez une sensibilisation, réaction sévère, probablement une trousse de secours, à discuter pour le GLIM4 et rappeler que le taux de transformation va modifier votre allergénicité, mais ça, vous êtes totalement incapable de l'évaluer. Alors, le poids s'appelle Pisum sativum. Alors, il y en a plein, des poids, il y en a toutes les couleurs, du poids fourragé, de petits pois, des pois mange-tout. C'est très difficile de différencier les différents pois dans la littérature parce qu'ils s'appellent tous Pisum sativum. Donc il faut retenir que le petit pois, quand il est vert, il est cueilli immature, où il a peu de protéines. Et puis après, le pois jaune, en fait, c'est le pois vert qui est plus mature. Je vais en discuter tout à l'heure. C'est la France qui est le premier producteur. Ici aussi, vous avez des allergènes, des globulines, des vicillines, des profilines aussi, des LTP. Mais tout ça, vous n'avez pas la possibilité de doser, même si ça a été mis en évidence sur le site. Vous pouvez voir tout ça sur le site Allergome, qui vous donne vraiment tous les recombinants. Ça donne des réactivités croisées, donc des sensibilisations avec lentilles, pois chiches, arachides, soja. Interdiction aussi d'arrêter tout. On se base vraiment sur la clinique. Et on se rend compte que notamment l'allergène majeur ici du pois a un haut taux d'importance avec notamment celui de la lentille, un peu moins important avec le lupin. Mais tout ça, ça dépendra un peu de votre profil clinique de patient.
Le problème, c'est que le pois, il est de plus en plus utilisé dans l'industrie agroalimentaire, donc il est aussi émulsifiant, c'est-à-dire qu'il donne de la consistance à votre aliment. Il est riche en protéines. L'isolat de pois est énormément utilisé, donc c'est du pois jaune, donc qui est riche en protéines et qui est beaucoup plus allergisant. Je vais vous montrer une belle étude tout à l'heure. On le retrouve dans les charcuteries, dans les steaks hachés, dans les soupes, dans les biscuits, dans plein de choses. Mais en fait, le problème, c'est qu'on doit informer nos patients, sauf qu'il est marqué protéines végétales. Donc le patient qui est allergique au pois, c'est vraiment compliqué. En tout cas, en Europe, c'est pas un allergène à déclaration obligatoire. Le souci, c'est que l'allergénicité augmente avec le stade de maturation de la graine. La bonne nouvelle, c'est que pour les pois, en tout cas le légume pois, il est plus labile à la cuisson que d'autres légumineuses, notamment par rapport au chauffage à température élevée. Il y a des cas d'anaphylaxie décrits. Donc dans les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, il y avait quand même 5 histoires d'enfants allergiques au pois. Et par contre, il y a énormément de publications dans le sud de l'Europe, notamment les Espagnols, où ils mangent beaucoup plus de pois dans leur préparation, leur soupe, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le diagnostiquer ? Il y avait une solution commerciale qui a disparu, donc il faut jouer avec des petits pois, avec de la farine de pois, des protéines de pois, un IgE spécifique qui est disponible et probablement la nécessité de tests de provocation orale pour essayer de faire la part des choses. Ici, le pois jaune, c'est très intéressant parce qu'il a toujours été, donc c'est le pois en fait qui est sec, il a toujours été consommé depuis l'Antiquité, sauf qu'en fait, l'utilisation, ça a fait x10 sur les 10 dernières années. Il est énormément utilisé comme farine de pois, notamment en France. Ici, c'est une très, très jolie étude en fait de Dreyer qui s'est amusé de reprendre 26 patients en dessous de 10 ans qui avaient fait des réactions possibles avec les pois jaunes. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils avaient réagi avec une pizza, avec un cordon bleu, avec du saucisson, avec des steaks hachés. Donc, vous, votre anamnèse d'allergologue, c'est quand même fort compliqué. Il s'était amusé à faire, vous verrez le tableau de TAC des légumineuses avec toutes les légumineuses, pois chiches, pois lentilles, avec une positivité multiple, pas des enfants qui avaient réagi avec tout. Ils avaient tous des yeux positifs pour le pois et il s'est amusé à convaincre, il a réussi à convaincre des patients qu'avec une thèse de provocation orale quand même pour la farine de pois qui était positive chez 8 patients sur 26, avec un taux, un seuil réactogène qui était assez variable. Il considérait vraiment que quand vous avez des histoires pas claires, notamment sur des aliments industriels, il faut y penser. Il faut y penser s'il y a une sensibilisation à d'autres légumineuses. Et malheureusement, il y a une sensibilisation importante avec les autres légumineuses. On n'est pas clair de savoir si les patients réagissaient. Donc ici, c'est simplement les petits tableaux de l'étude qui vous montrent qu'ils ont réagi avec le chorizo, avec le steak haché, avec la saucisse blanche, avec un knacky, avec du saucisson. Enfin, il y a un peu de tout. Il faut y penser. Quand quelqu'un vient pour une anaphylaxie au saucisson, au pois, c'est pas toujours évident. Ici, vous montrez, voyez, les tests qui sont positifs, en fait, les sensibilisations, les tests cutanés avec toutes les autres légumineuses qui s'étaient amusées à tester, qui étaient aussi positifs. Le lupin, ça c'est un souci. C'est une bonne source de protéines aussi. Au départ, il était cultivé pour l'alimentation animale, mais malheureusement, il est autorisé en Europe dans la farine de blé depuis la fin des années 90. Il est très utilisé aussi dans l'industrie alimentaire. Anaphylaxie décrit, des cas d'allergie de contact et aussi d'inhalation. Donc, on avait fait des études, notamment dans le nord de l'Europe, où on se rendait compte qu'on avait quand même une sensibilisation qui pouvait aller jusqu'à 6%. Heureusement, tous ne présentaient pas une allergie vraie. Il y avait une série qui avait duré plus ou moins 3 ou 4 ans sur une série franco-belge, qui avait été publiée en 2009, où on avait 0,15% d'allergie vraie. Heureusement, chez nous, c'est un allergène à déclaration obligatoire. Le souci, c'est que la dose minimale, elle peut être basse, et que vous avez vraiment un risque d'allergènes cachés, notamment dans les pâtisseries, dans l'industrie alimentaire, les biscuits, etc. Savoir, juste pour votre info, qu'il y a des cas décrits en fait les graines qui peuvent donner quand c'est ingéré de manière massive, mais habituellement c'est pas mangé tout seul, c'est juste ajouté à d'autres choses. Vous avez un effet toxique possible sur l'effet alcaloïde. Alors ici, retenez que vous avez aussi des protéines de stockage, vous avez aussi des LTP, vous n'avez aucune possibilité de les doser. Les prick to prick, il n'y a plus de prick disponibles en extrait malheureusement, vous savez qu'ils ont quasi tout retiré. Vous avez un IgE lupin, il n'y a pas de recombinant disponible et je crois qu'il faut faire un test, je pense qu'il faut faire un test de provocation orale si vous suspectez ça parce qu'il faut déterminer à quel seuil le patient réagit, il faut qu'on puisse faire la part des choses.
Alors, est-ce qu'il y a des allergies croisées? Il y a malheureusement un risque élevé chez les allergiques à l'arachide. Alors, j'aurais voulu faire un topo de la littérature, mais vous voyez que ça varie très très fort. Je vous ai repris quelques articles ici. Ici, on avait 15 à 25% de sensibilisation. Ici, on avait 50% de sensibilisation. Et ici, ils ont jusqu'à 70% de sensibilisation, avec des taux d'allergie vrais qui peuvent varier. Maintenant, méfiez-vous quand même, allergie arachide, lupin. Le fenugrec, vous connaissez, c'est originaire d'Asie et d'Extrême-Orient. C'est une plante aromatique dont les graines sont utilisées comme aromates, parfois les feuilles. Elles sont utilisées partout. En plus, c'est pas toujours indiqué, pas souvent. Dans les currys, dans les mélanges d'épices, dans les thés, dans les substituts de café, dans les huiles aromatiques. C'est aussi une herbe médicinale dans certaines régions. Notamment, ça stimulerait l'appétit. C'est utilisé comme fortifiant, notamment dans les produits de la pharmacopée parallèle, aussi comme cosmétique. Le souci, c'est que ce n'est pas à déclaration obligatoire et que la dose déclenchante peut être trop faible, très faible, avec des expositions multiples. Donc, vous avez aussi plusieurs protéines, toujours des protéines de stockage, avec des réactions croisées avec l'arachide. Vous avez aussi des homologies avec la lentille, par exemple, et le pois. Ça, c'est les allergènes qui sont disponibles, mais vous n'avez pas la possibilité de les doser. Alors, il y a plusieurs cas d'allergie décrits dans la littérature sur des ingestions. Il y a aussi des cas d'allergie professionnelle avec asthme. Ça, c'est un petit cas qui m'a amusé dans la revue française. En fait, c'est un jeune enfant qui avait une dizaine d'années, qui avait fait des crises d'asthme et des anaphylaxies à répétition qu'on n'expliquait pas. Un patient en France, mais d'origine maghrébine, avec des mélanges d'épices, notamment racinote et des cofacteurs. Et la première fois, il avait fait une anaphylaxie avec une gélule fortifiante qui avait été apportée par sa tante, parce qu'il ne mangeait pas bien. Étonnamment, l'auteur a fait des tests cutanés négatifs avec le mélange d'épices et le fenugrec. Il avait un immunoblot positif et une fois qu'il a arrêté tout ce qui était racéanote, etc., le patient a arrêté de faire des anaphylaxies. Donc c'est quand même fort interpellant. Vous avez un IgE fenugrec, vous avez la possibilité de faire des tests cutanés. Clairement, le test de provocation pour faire la part des choses, mais je pense que c'est vraiment difficile à éviter. Savoir qu'il y a aussi des études en recherche, mais ça, vous n'avez pas accès dans votre pratique clinique. La lentille, elle est cultivée depuis longtemps aussi, depuis plus de 3000 ans. Elle est consommée de manière très importante dans certaines régions. En Espagne, où ils ont énormément de publications, et ils travaillent beaucoup, les équipes d'Espagnols, sur l'allergie alimentaire. C'est clairement un allergène important. Ça toucherait 10% des allergies chez les enfants, un peu moins dans le reste de l'Europe. Allergie croisée décrite avec le pois et le pois chiche. Savoir que vous avez aussi des protéines de stockage des LTP, pas de possibilité de les doser. Au niveau du diagnostic, nécessité de faire un prick-to-prick puisqu'on n'a pas d'extrait disponible. Et savoir que vous avez aussi un IgE disponible. Le pois chiche, vous connaissez, c'est une source importante de protéines. Globalement, c'est surtout en Inde qu'il est produit. Il y a des cas d'allergie alimentaire, des cas d'inhalation par vapeur, de cuisson, ce qui est un souci, ou surtout décrit où il y a dans les pays où il y a des consommations importantes. Le souci, c'est que l'allergène du pois chiche va résister à la cuisson, qu'il y a des réactivités croisées qui sont décrites avec le pois et la lentille, notamment en Espagne, mais je pense que c'est surtout parce que c'est eux qui publient. À mon avis, ça doit exister un peu partout. De même chose, vous avez des protéines de stockage, des LTP, des PR10. Pas d'extrait disponible non plus, donc prick to prick. Un IgE qui existe et nécessité pour moi, je vous rappelle, le gold standard, c'est quand même le test de provocation orale. Le haricot, savoir que c'est surtout un problème français, un French bean, haricot vert, c'est là qu'il est énormément produit, même s'il est énormément consommé un peu partout en Occident. Il y a aussi des allergies respiratoires, il y a aussi des allergies sévères, dont un par inhalation. Il y a des sensibilisations croisées qui existent, toujours les mêmes familles de protéines et toujours le principe du prick-to-prick et un IgE spécifique disponible. Alors, est-ce qu'il faut faire attention aux sensibilisations croisées? C'est un souci parce que vous avez vu l'étude, c'est ça l'étude de pois jaune, c'est ça qui m'a amusé, c'est qu'en fait les patients étaient sensibilisés à toutes les autres légumineuses. Donc, quand on commence à faire les tests, il faut probablement les faire, mais c'est pas parce qu'ils sont sensibilisés qu'il faut tout interdire. On voit clairement qu'en fonction de l'origine des patients, on va se retrouver, par exemple, en Espagne, ils ont beaucoup de problèmes lentilles, pois chiches, qu'aux USA, on va se retrouver beaucoup avec arachide, soja. C'est clairement variable selon les allergies, les régions du monde, notamment en Espagne où c'est vraiment un problème. Les allergies vraies croisées sont heureusement beaucoup plus faibles en Europe du Nord. Retenez quand même qu'il faut se méfier entre lupin et arachide. Ça, c'est quand même à retenir, même si les chiffres varient. Et je vous rappelle que seul le test de provocation orale fait la part des choses. Donc, je crois qu'il faut donner la liste aux patients, leur dire de faire attention. Pas d'éviction d'emblée, c'est la clinique qui prime. Et si vous voulez lire un bel article sur le sujet, c'est la revue de Cox, ici dans le JACIN Practice de 2021, qui vous reprend en fait toutes les réactivités croisées pour les légumineuses et pour tous les autres aliments. Alors ici, c'est un petit tableau que j'avais repris d'une des revues d'allergologie pratique, donc je pense que vous avez aussi accès, si vous avez participé au CFA, d'un petit atelier qui vous montrait les différentes réactions croisées.
Donc, que retenir des légumineuses? C'est qu'il y a une consommation mondiale importante de légumineuses de tout type, avec des importantes variations géographiques des consommations et des profils de sensibilisation. La clinique, ça peut aller du syndrome d'allergie orale jusqu'à malheureusement des anaphylaxies. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de sensibilisations croisées décrites, peu d'allergies croisées, mais ça existe. Qu'il y a beaucoup d'allergènes émergents, notamment le lupin, le pois jaune, et que l'industrie alimentaire, les modifications d'habitude, ça modifie vraiment la prise en charge et le nombre d'allergiques. Le diagnostic et la prise en charge, ça prend du temps. C'est des allergènes cachés. Je pense qu'on manque de moyens diagnostiques et qu'on doit évidemment interdire la légumineuse incriminée, mais qu'en plus, ce n'est pas toujours des allergènes à déclaration obligatoire. Notamment pour le pois, c'est vraiment compliqué avec les protéines végétales. Et voilà.